Il est dans la capitale nationale, mesdames et messieurs. Quel bon... ce qui fait... Qu'est-ce que ça a l'air là-bas, Alex? Tu veux savoir ce que j'ai mangé, là? Ah, non, même pas, mais bonne idée. Qu'est-ce que tu as mangé? Non, je m'en allais pas là, mais puisqu'on en parle... Steakhouse. J'ai mangé un steak, c'est plate. Non, je suis curieux parce que je sais pas si tu as entendu parler, mais on est en pleine campagne électorale. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une odeur de ça à Ottawa ou ça n'a aucun rapport? Il y a une fébrilité, mon vieux, dans l'air, là. C'est incroyable. Non, pour vrai. Ça sent le tarif. Il rit de nous autres. Je sais pas à quel point la campagne électorale passe un peu sous le radar, étant donné tout ce qui se passe à l'international et avec nos voisins du Sud, là. Ouais. On dirait que les gens ont arrêté leur idée assez rapidement puis qu'on ne suit pas nécessairement les enjeux. Remarquez, je ne parlerai pas pour tout le monde, mais c'est l'impression que j'ai. Je ne peux pas dire que ça sent la campagne. Okay. Je ne dirais pas que ça sent la campagne électorale à Ottawa. Est-ce que ça sent Tu n'as pas besoin d'aller loin à l'extérieur d'Ottawa pour sentir la campagne, par exemple. Ça, c'est un bon point. C'est aujourd'hui une petite journée triste, pluvieuse. Là, je ne sais pas de quoi ça a l'air à Montréal, mais... ça sent plus le hockey que les élections. Ouais, on va évidemment en parler parce que c'est ça, là. Ça fait un certain temps que c'est pas arrivé, ce qui va arriver à Ottawa, ce qui est officiel, ce qui est officiellement officiel à Ottawa, ce qui n'est pas le cas encore pour le Canadien. Mais bon, non, j'étais curieux. Ben, justement, en ces temps incertains, puis on s'était donné comme mandat d'être un endroit où... on prenait congé de ça, là, le climat géopolitique, mais est-ce que, sans entrer dans les détails, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose où c'est cette bonne vieille ville d'Ottawa, comme la dernière fois que tu l'as vu? Très, très semblable. À part les pancartes, là. D'accord. C'est la même ville. Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir rebondir davantage sur ton amorce. Non, mais je garde tes J'ai vu des pancartes des François Blanchet dès que j'ai traversé le cours d'eau pour aller souper à Gatineau hier. Ah oui? Mais ça dépasse pas les frontières. Tu veux dire que le Bloc fait pas campagne à l'extérieur du Québec, ça m'étonne. C'est ça, mais il est prêt, par exemple. Il est pas loin. Gatineau, c'est comme le troll. C'est comme le troll de l'autre bord du pont. Il en met plein. D'ailleurs, sur ses photos, il tire la langue puis il regarde Ottawa. C'est un peu spécial. Non, c'est pas vrai. Alors, il est à Ottawa et on va en discuter longuement, mais pour aujourd'hui. Comment dit-on clincher en français? Hein, est-ce que ça, il y a question de ça dans les rues d'Ottawa? Non. Ça clinche. Ça clinche. Ouais. Il fait bon dans la capitale et je sais pas comment faire une chute originale avec Ivan Demidov. C'est tellement hockey, épisode 396. Avec vos journalistes affectés à la couverture du hockey, Marc-Antoine Godin en studio. Bonjour. Marc-Antoine bonjour, messieurs. Bonjour, Marc-Antoine. Et Alexandre Gascon en duplex à Allô, Ottawa. Bonjour, Alexandre. Je m'appelle Alexandre Coupard. Je pense qu'on joue sa ligne. Je pense qu'on prend pas beaucoup on se tire pas dans le pied avec des mauvaises punitions, juste parce qu'on est émotionnel. Je trouve qu'il y a une belle maturité là-dessus, puis c'est important, surtout à ce temps-ci de l'année, puis surtout si on est capable de se trouver un poste en série, tu sais, dans série, c'est important d'être sur la ligne, mais de faire attention. Alors, Martin Saint-Louis, avec quelques-uns de ses thèmes chers. Ça, c'était après le dernier match de mardi. Est-ce que... Et je commence avec ça. Souvenez-vous, on avait deviné, on avait vu un peu... les mauvaises... Quand ça a commencé à planter, là, on le voyait venir un peu. Là, une façon de parler de la dernière victoire du Canadien, c'est que Samuel Montembeault a sauvé les meubles. Est-ce que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt ou est-ce que ça craque un peu? Est-ce qu'il y a des petits craquements un peu que vous avez vus dans ce dernier match? Bien, je pense que Samuel Montembeault a sauvé la mise en première période, surtout face aux Red Wings. Mais l'argument que le Canadien avance, c'est que contrairement à d'autres périodes où il a connu des difficultés, entre autres sa séquence de défaites au mois de février, fin janvier, début février, c'est qu'il est à même de se corriger. Il est capable de... Il y a encore des lents départ, tout le monde le reconnaît, sauf qu'à l'intérieur des matchs, la plupart du temps, l'équipe rentre au vestiaire puis fait « OK, on se regroupe, on apporte des correctifs, puis on est à même de revenir dans les matchs. » Puis à ce niveau-là, je suis quand même
relativement capables d'acheter cet argument-là, parce que même s'ils ont eu une séquence de 5 matchs sans victoire là, avant la séquence victorieuse actuelle, tu sentais quand même qu'il y avait des matchs où il s'était corrigé. Entre autres, celui contre les Hurricanes de la Caroline. En ce moment, c'est pas du hockey dominant que le Canadien joue, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est comme si ils trouvent, c'est le bon vieux cliché de dire ils trouvent des moyens de gagner. Et ça, c'est en attendant que leur attaque ressorte. C'est ça. Parce qu'il y a des soirs où on la voit, mais ça demeure une équipe qui offensivement se fie beaucoup sur le trio de Nick Suzuki. Fait que les soirs où ils n'ont pas un impact tôt dans la rencontre, ça peut les placer dans les câbles. Il va falloir que tu diriges le trafic, là, Alex, parce que moi, je ne vous vois pas. Hein. Je tiens à préciser. Mais, vas-y, Alex, on t'écoute. Merci. Et mesdames et messieurs, maintenant, Alexandre Gascon. J'entame mon prêche, comme je disais. Donc, bref, c'est quand même mieux de trouver des façons de gagner que de trouver des façons de perdre, ce que le Canadien faisait dans les dernières années. Moi, j'attribue beaucoup l'élan départ récent à un peu d'usure. Je ne sais pas dans quelle mesure. Je ne pense pas que personne va utiliser cette excuse-là dans le vestiaire, c'est normal, mais quand ça fait presque 2 mois qu'ils sont dans une quête effrénée pour revenir dans la course en série, pour obtenir ce laisser-passer, là, pour défendre leur position, il y a de l'usure qui vient avec ça, là, parce que tu disputes chaque match comme étant, c'est super cliché, puis on n'arrête pas de passer ton excellent thème, là, Alexandre Coupal, sur le match le plus important de l'histoire du hockey. Et Saint-Louis l'a répété constamment, et les joueurs aussi, mais c'est vrai qu'il faut être dans cette philosophie-là, dans cette approche-là, à chaque fois qu'on dispute un match. Je pense que ça vient avec une certaine usure quand ça fait longtemps que tu fais ça, sans compter que le calendrier a été difficile aussi là, en termes de rythme, de nombre de matchs joués en peu de temps, particulièrement depuis le voyage là, dans le sud-est des États-Unis. Et avec le retour, là, on disait dans le dernier balado, c'est 9 matchs en 16 jours en avril, c'est énorme. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que le Canadien, depuis le passage à la nouvelle année, depuis le 31 décembre à Vegas, en fait, est capable de venir de l'arrière après 2 périodes, quand il tire de l'arrière, ce qu'il était incapable de faire avant. C'était aucune victoire, 13 défaites là, jusqu'au 31 décembre, 13 défaites en temps réglementaire, donc le CH est allé chercher aucun point. Depuis ce temps-là, c'est une fiche de 8-11-3, donc c'est fabuleux, là, c'est comme fiche quand on est en retard après 40 minutes. Alors, c'est quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Je pense que le CH soit assez loin de son potentiel maximal actuellement et réussit à gagner des matchs quand même. Je suis d'accord avec toi, Alex, que la fatigue rentre en ligne de compte. À cause, il y a un effet d'usure. Quand tu joues du hockey de série, il y a une usure au niveau physique, il y a une usure au niveau mental également. Puis tu es obligé de garder la pédale dans le fond parce que le Canadien avait des opposants qui le talonnaient de près jusqu'à tout récemment. Fait que ça, c'est à un moment donné, c'est que tu es obligé de faire des... tu ne peux pas faire de compromis, en fait, puis tu es obligé d'en laisser beaucoup sur la glace. On coupe beaucoup dans les séances d'entraînement pour essayer de conserver les énergies. Martin Saint-Louis parle beaucoup de ça, de dire on essaie de garder du jus, garder de l'essence dans le réservoir. Donc, les correctifs, c'est important que tu puisses les apporter en match parce que c'est pas entre les matchs à ce temps-ci de l'année que tu vas pouvoir le faire. Tu te croises les doigts puis tu te dis, on n'est plus à l'étape où on va apporter de véritables correctifs à notre façon de jouer. Ça va être strictement dans le résultat. Vous savez ce que j'attends de vous. Vous êtes au courant de ce que je vous ai demandé et vous êtes familier avec le plan de match. Let's go, les boys, à vous d'exécuter. Puis on parle du calendrier, ça sera pas... C'est encore ça. Ça aurait été un calendrier. Oui, il y a l'enjeu de ces matchs-là qui est drainant, mais on en a parlé à plusieurs occasions tout au courant de l'année. On dirait que ce calendrier-là a été conçu pour les exténuer, avec des longues pauses. Comme là, ils n'ont pas joué depuis mardi, mais sinon, c'est 2 en 2... vendredi et samedi. Ensuite, lundi, c'est quoi? C'est ça, c'est 3 matchs en 4 soirs. Ça a souvent... 4 matchs en 6 soirs, oui. Beaucoup de doublés en 24 heures. Je ne sais pas si tu te rappelles du nombre exact, Marc-Antoine, mais c'est quoi? Il y en avait une douzaine, ou 12 ou 13, je pense, durant l'année. Des séquences de 2 en 2, je pense qu'ils en ont eu 15. Des dos à dos. Il y en avait beaucoup. Là, c'était une des équipes qui en avait le plus. Ouais.
c'est ça. Personne qui va pleurer là, sur le sort du Canadien, particulièrement pas, je sais pas moi, l'Avalanche du Colorado, par exemple, ou des équipes de l'Ouest qui voyagent beaucoup plus. Mais c'est vrai que c'était intense avec la confrontation des 4 nations. Forcément, ça a compressé le truc un peu. Ça risque d'être la même chose l'année prochaine avec les Jeux olympiques et normalement le match des étoiles. Mais c'était un drôle de calendrier, drôlement construit. Puis ça n'a pas toujours été leur allié. Ça c'est sûr. Dans le même ordre d'idée, un brin philosophique... Là, on enregistre vendredi matin. Il y a un match ce soir contre les Sénateurs. Il y a un match samedi soir contre les Maple Leafs. Dans les deux cas, il y a l'occasion de clincher. Et on peut travailler tout le monde là, sur un terme francophone. Officialiser sa place. Se qualifier. Se qualifier. Non, mais quelque chose, ça sonne comme... Je veux mieux. Je veux clincher. Ça serait ça la traduction. Je sais, mais... Là. Non, mais prenons le temps. Non, mais pensons-y, là. Pas obligé d'accoucher de ça, là. Ça va faire de la bonne TV. Continue. C'est pas une obligation. Oui, voilà, on arrête tout. Ouais. Et souvenez-vous, il n'y a pas de mauvaise idée dans un brainstorm. Tant que tu n'es pas tout seul dans le département marketing pour brainstormer, comme le disait François Pérusse. Ah! Alors, donc, il y a 2 occasions. Est-ce que le Canadien... Moi, c'est l'observation que j'ai faite, puis comme j'en ai fait une cette année, je vais la traire jusqu'au 100, cette observation-là. Fallait que ça aille mal pour que ça commence à aller mieux. Là, ça va bien. Ça va plutôt bien, ils gagnent. Là, ils peuvent régler ça dès ce soir ou au pire samedi. Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils sont assez matures pour reprendre ce nouveau... c'est pas un nouveau mot, mais c'est un mot dont qu'on entend souvent dans la bouche de Martin Saint-Louis ces temps-ci. Mais Alex, en premier. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils sont capables de gagner ce soir? Est-ce qu'ils sont capables de clincher? OK. Oui. La réponse, c'est oui. Pas qu'ils sont capables, mais est-ce que... Ils sont certainement capables. Est-ce que c'est des clinchers? Tu nous as posé sensiblement la même question mardi, il me semble, avant le match contre les Red Wings, où ils se trouvaient dans une position d'achever à fin pratique un adversaire. Ouais. Ils ne sont pas sortis avec tous les crocs dehors, prêts à l'achever, justement, à le manger tout cru, mais ils y sont parvenus malgré tout. Peu importe la manière, que ce soit parce que le gardien te permet de rester dans le match et que tranquillement, tu trouves tes jambes, tu appliques ton échec avant, tu réussis à te corriger. Ils l'ont fait. Je pense que ça fait quand même plusieurs matchs comme ça, à grand enjeu qu'ils disputent depuis 2 mois particulièrement. Puis, plus souvent qu'autrement, ils ont répondu présent. Tous les matchs contre les Sénateurs ont été importants cette année. Ils les ont tous gagnés. Même chose contre les Panthers de la Floride. Un balayage contre les Panthers, quand même, c'est pas rien. Là. Les Sénateurs qui sont des rivaux directs, c'est ce qui leur a permis. C'est dans ce match-là qu'ils se sont relancés un peu au retour de la confrontation des 4 nations. Quand ça chauffait le 18 mars de mémoire, Ottawa est en ville. Et puis c'est un match très, très émotif avec les buts dans les filets déserts à la fin, puis Gallagher qui, se frappe le cœur, regarde en haut pour, on aura compris après, sa maman, tout ça. Mais ils ont remporté ce match-là aussi. Donc, oui, ils sont certainement capables de finir le travail contre une équipe, en plus, qui vient d'apprendre depuis 3 jours, mardi soir dernier, ils ont appris leur qualification officielle, les Sénateurs. Peut-être que ça serait un réflexe naturel de lever le pied un peu. Là. La place est assurée. Je comprends que c'est Montréal qui est en ville, puis on veut tout donner, mais ça se pourrait qu'il y ait une forme de soulagement et par conséquent, peut-être un petit peu moins d'intensité dans le jeu des scènes. Ça ne serait pas étonnant. Bien, c'est sûr qu'ils sont capables. À partir du moment où le Canadien a juste besoin d'une victoire en temps réglementaire pour pouvoir assurer sa place en série, ça me semble être une formalité, que ce soit à Ottawa ou encore à Toronto. À ce point-ci, ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir à quel point le Canadien va tenir à dépasser les Sénateurs d'Ottawa au classement d'ici la fin de la saison. Parce qu'en l'emportant à Ottawa ce soir, il s'approche à 1 point des Sénateurs, 3 matchs à disputer après. Puis là, ce qui est à l'enjeu, c'est la possibilité donc de passer au 7e rang, première équipe repêchée. Puis là, l'adversaire change d'identité. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, ou que ce serait une bonne nouvelle. Oui, parce que tout le monde a déjà donné ailleurs. Ils ont réglé ça, eux autres, la première ronde. Puis tout le monde s'entend pour dire que les Capitals
ça va être une proie facile. C'est assez ironique quand même. C'est assez ironique, sachant que c'est l'équipe qui va qui à 109 points déjà, 50 victoires. Mais c'est pas banal. Mais pour poursuivre sur ce que tu disais, si c'était le cas, si le Canadien grimpait 7e, il jouerait quoi contre les Maple Leafs? Il pourrait jouer contre les Maple Leafs. Et puis, moi, je trouve ça intriguant comme confrontation potentielle. Mais ce qu'on va faire, nous autres, c'est qu'avant tout le monde, on va régler ce duel-là. Et oui, Mazan, à vrai dire, c'est le meilleur scénario parce que le Canadien Leafs, c'est toujours Montréal qui... C'est une proie facile, les Maple Leafs, pour le Canadien. Alors, on aurait été les premiers à le dire. C'est que j'ai quand même un peu l'impression que les Maple Leafs pourraient voir arriver le Canadien, puis un peu comme des Romains devant Astérix et Obélix, puis se dire « Ah non, pas encore ». Avoir des flashbacks. Mais en tout cas, on verra, mais sauf que l'enjeu, c'est que d'une part, tu veux remporter le plus de matchs possible, tu veux finir le plus haut au classement. Mais Martin Saint-Louis, quand il s'est fait poser la question hier, il a fait « Ouais, c'est sûr qu'on veut, c'est important, mais pour nous, c'est de finir en jouant de la bonne façon. » Donc, à partir du moment où ta place en séries éliminatoires est assurée, est-ce que ton exécution est bonne, peu importe le résultat, peu importe que tu gagnes les 2 ou 3 derniers matchs, mais est-ce qu'on revient dans une mentalité plus de processus que de résultats. Là, en ce moment, ces jours-ci, c'est résultat. Mais à partir du moment où tu assures ta place en série, là, ça serait de s'assurer qu'au moment où ils vont rentrer en série, est-ce que leur processus va être à point? Parce que l'autre aspect derrière ça, c'est que ça pourrait donner la chance aux Canadiens de reposer certains joueurs qui sont amochés, peut-être de donner une couple de matchs de congé à Yoel Armia, peut-être à Josh Anderson, peut-être à David Savard, à Montembeault. Ben oui. Alors... Et si tu décides de faire ça, puis de dire, ben là, ça va être l'occasion de réintégrer Heinemann, de donner des matchs de plus à Kapanen, on rentre Ivan Demidov dans le portrait, l'équipe ne sera pas nécessairement moins forte à cause de ça, mais c'est un choix que tu décides de faire, puis tu dis, ben là, pour nous, on priorise le fait que nos gars soient reposés au début des séries plutôt que de finir en avant des Sénateurs. Le résultat, d'y aller à la vie, à la mort pour le résultat. Oui, Alex? Exactement là où les Sens en sont. C'est la même chose. Brady Tkachuk ne s'est pas entraîné hier. Il ne sera probablement pas du match de ce soir. Là. Je serais très, très surpris. On prend notre temps avec lui. C'est la même chose. Il est un peu blessé, mais il y a peut-être un facteur repos là-dedans aussi. Il y a une grosse saison avec la confrontation des 4 nations. La blessure qui est survenue là-bas et tout. Et Travis Green disait exactement ce que tu viens d'exposer brillamment, Marc-Antoine, dans un style beaucoup plus... sobre, dira-t-on. Avec Travis Green, c'est ça. C'est succinct. C'est soporifique. Je pense qu'on pourrait... Oui, c'est la version plate. Là, on pourrait se rendre jusque-là. Mais il focalisait exactement là-dessus en disant « J'ai pas aimé notre dernier match. Les Sénateurs ont perdu à Columbus mardi, 5-2. Ça a été un match difficile pour eux. Ils se sont quand même assurés d'une place en série à cause de la victoire du Canadien contre les Wings en temps réglementaire. Une espèce de soirée douce amère pour eux. Là. Apparemment, on n'était pas trop triste d'avoir perdu ce mardi soir-là. La défaite a vite été évacuée. Comme la célébration de la qualification aussi n'a duré que 30 secondes, selon l'entraîneur, parce que là, à partir de maintenant, c'est de s'assurer d'entrer en série en jouant de la bonne façon, en ayant un jeu à 5 contre 5 étanche. C'est tout ce qu'il racontait hier, M. Green. Alors, ils en sont exactement au même point que là où le Canadien pourrait être avec une victoire aujourd'hui. Donc, c'est intéressant quand même. Oui, puis ça recoupe un peu ce que tu disais, à savoir que c'est ça, c'est peut-être un adversaire... C'est pas le même adversaire devant le Canadien ce soir que il y a 2-3 semaines quand tout le monde se battait pour consolider sa place. C'est un adversaire qui risque d'être moins affamé. Ce n'est qu'humain, là. Ouais. Tiens, puisqu'on parle des Sénateurs, à défaut d'avoir... à défaut que l'ambiance dans les rues soit différente en ce qui a trait à l'extra-sportif, as-tu vu des chandails? Est-ce qu'ils ont des fanions là-bas? Non, il n'y a rien de ça ici. Mais là... C'est pas une ville qui... Ah là, s'il te plaît, là, les clichés, pas de clichés. Sa partisanerie tant que ça. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de chandails tricolores dans cette aréna-là ce soir. C'est ça qui est difficile pour les Sénateurs, honnêtement. À 2 heures de route de Montréal, ils sont souvent envahis par les partisans du Canadien. À 4 heures et quelques de route de Toronto, ça ne semble pas déranger les Torontois. Ils sont très, très souvent envahis par les Torontois aussi, quand il y a des matchs entre les deux équipes. Et s'il y avait une bataille de l'Ontario au premier tour des séries,
comme c'est la plus forte probabilité au moment où on se parle. J'ai l'impression que les Leafs auraient l'impression de jouer à domicile pratiquement tous les matchs. Donc, ça, c'est un peu comment dire, pas la tare, mais la malédiction des partisans des Sénateurs. Ils ne sont jamais complètement maîtres chez eux quand ils affrontent d'autres équipes canadiennes proches d'elles. Et on ne voit pas tant la partisanerie. Mais dans le vestiaire, par exemple, là, ça, c'était autre chose. On était vraiment fiers du travail accompli parce que... Avec raison. Oui, avec raison. C'est quand même 8 ans de reconstruction. Là. C'est long. Puis c'est long, mais en même temps, c'est souvent la norme pour les reconstructions. Je me rappelle, je parlais avec Bill Armstrong quand j'étais en Utah, le DG là-bas, puis il disait... Lui, il ne mettait pas la tête dans le sable en disant les reconstructions dans la Ligue nationale, là, c'est 7, 8, 9, 10, des fois 11, 12 ans avant d'arriver à la terre promise. Puis, plus souvent qu'autrement, je pense qu'il a raison. Alors, en ce sens-là, mieux vaut se réjouir des succès du Canadien qui sont en avance. Là. Ça fait que 4 ans qu'ils sont... Non, mais en avance sur leur propre échéancier. C'est long, 4 ans, mais... Il y a bien des reconstructions qui prennent plus de temps que ça, c'est ce que je veux dire. Et pour les Sénateurs, ça a été long, ça a pris 8 ans. Tout ce groupe-là, Thomas Chabot est là dans la Ligue nationale depuis 8 saisons. Il n'a jamais participé aux séries éliminatoires. Il y a plus de 500 matchs joués. Même chose pour Ketchuk. Il y a 7 saisons, mais plus de 500 matchs joués. Puis là, vous pouvez nommer le noyau dur, Drake Batterson. On peut ajouter Stoudzilla, qui en est déjà à sa 5e année. Jake Sanderson. Tout ce monde-là n'a aucune... connaissance du hockey de série. Ça aura pris un certain temps. Il y a eu des écueils. Pierre Dorion a dit en 2021 que là, la reconstruction était finie. Finalement, on a terminé 26e au classement général cette année-là. Il a fallu se relancer un peu. Puis, donc, ça a été un long parcours, mais c'est une équipe qui est transformée sous Travis Green, qui offre du jeu défensif beaucoup plus lisse, beaucoup plus fiable. Je regardais les chiffres hier. Ils marquent un petit peu moins que l'année passée, les Sénateurs, mais c'est pas une immense différence. On était environ à 3,05 buts par match l'an dernier, puis cette année, c'est quelque chose comme 2,85. Sur la saison, ça fait une différence de 15 buts à peu près, 15 buts de moins marqués. À l'inverse, ils ont retranché 50 buts en défense. Donc, il est là, leur plus gros gain est là. Et Chabot l'expliquait hier en disant, avec Green, c'est noir ou c'est blanc, tu le fais ou tu le fais pas, c'est pas compliqué. Tout le monde a adhéré à sa vision des choses. Oui, tu vas peut-être amasser 5, 10, 15, 20 points de moins sur tes feuilles de statistiques personnelles. Puis là, je pensais un peu à Stoudzilla à ce moment-là. Mais au bout du compte, ça va valoir la peine parce qu'on va être plus efficace. Puis il aura réussi à leur faire passer ce dernier cap. L'ajout d'un gardien de but numéro 1 aussi fait évidemment, une belle différence, ça, c'est sûr. Oui, la seule affaire qui m'intrigue, moi, du côté des Sénateurs, c'est leurs ajouts à la date limite des transactions. T'sais, Dylan Cousins a paru immédiatement comme un peu un coup de génie, puis un gars qui allait vraiment éclore dans un environnement qui est pas à Buffalo. Qui est pas Buffalo. C'est ça, qui est non bouffalien. Puis finalement, 10 points en 17 matchs, c'est correct, mais c'est pas non plus, c'est pas la mer à boire. Puis Fabian Zetterlund, qui, moi, je m'attendais à un peu plus à son arrivée avec les Sénateurs. C'est quand même un gars qui s'est révélé dans l'uniforme des Sharks de San Jose. Fait que je pense qu'il y a encore... Tu dis que les gars, à l'attaque, renoncent à une certaine part de leur production pour s'assurer d'être bons défensivement, mais il y a quand même de la production secondaire de plus qui sont en position d'aller chercher potentiellement en séries éliminatoires avec leurs récentes acquisitions, mais moi, je l'ai déjà dit autour de cette table, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le hockey canadien que les Sénateurs soient finalement sortis de leur marasme. Puis c'est le fun pour le Canadien de Montréal aussi parce que ça nourrit des rivalités. Fait que, ça tire vers le haut. Amenez-en, c'est ça, exactement. Mais là, c'est ça, parce que ce que je voulais demander, c'est elle est terminée, la reconstruction à Ottawa. Parce que à Montréal, on verra l'année prochaine. Là. Puis j'aurais tendance à dire un peu la même chose pour les Sénateurs aussi, ou non? Eux, c'est plus... Parce que ça fait 8 ans et pas 4 que c'est plus... c'est plus solide pour la suite. Là, parce que de faire les séries cette année, c'est une chose. Mais quand sera-t-il de l'an prochain, l'année d'après? C'est ça, la reconstruction, elle est finie quand c'est fini. Là. Normalement, la reconstruction, elle est terminée quand tu as du succès, puis elle est terminée quand
ta grange de matériaux est vide. Puis là, la grange de matériaux, elle est... Le troc à matériaux est vide. Puis là, si tu regardes la pépinière d'espoir des Sénateurs, il ne reste plus grand-chose. Ils sont qui ils sont. Puis les gars, les gars qui forment cette équipe-là sont là. Tandis que le Canadien a encore une marge de manœuvre puis un potentiel de croissance avec Demidov, avec Ryan Backer. Il y a c'est ça. Mais des fois, tu regardes la plateforme du camion, il n'y a plus de matériaux, mais il manque un mur. Oui, bien ça, c'est parce que tu t'es trompé dans ta reconstruction chemin faisant. C'est ça. Mais pour poursuivre dans cette analogie de construction, je cherche quelque chose de plus précis pour la construire des maisons. Est-ce que tout est à Ottawa, la fondation, les murs, le toit, les fenêtres? Ben moi, je pense que le résultat total de cette équipe-là, c'est une équipe qui va être performante, qui va être compétitive, mais qui ne m'apparaît pas assez forte pour gagner une Coupe Stanley. Oui, je suis assez d'accord avec ce constat-là. Cela dit, peut-être que parce que justement, c'est une équipe plus intéressante, elle va réussir à attirer des joueurs autonomes. Il ne faut pas se le cacher. C'est pas facile généralement pour les équipes canadiennes d'attirer les plus gros poissons, encore moins pour un marché comme Ottawa ou Winnipeg. Donc, pour eux, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais quand le projet hockey va bien, ça reste un argument de grande valeur. La plupart des joueurs, j'imagine que ça se trouve au haut de la liste de bien des joueurs. Quelle est ma place, puis à quoi pourra ressembler notre succès collectif. Ouais, c'est ça. Donc, mais je suis d'accord avec Marc-Antoine. La différence, c'est que le Canadien est encore en reconstruction. Là, il y a un petit bonbon pour ses partisans avec une très, 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 très probable qualification éliminatoire, mais ça se pourrait que l'année prochaine, ils n'y soient pas. Tandis que des Sénateurs, on attend... les amateurs sont en droit de s'attendre à ce que ça décolle maintenant parce que c'est ça, il n'y a plus grand-chose en arrière. Ils sont arrivés, leurs jeunes. Ils sont là, puis il faut faire avec. Mais c'est quand même un noyau qui est encore très jeune. Stutzla a 22, Tkachuk a 24, Sanderson a 22, Ridley Gregg a 22, je l'aime bien, lui. Note à moi-même. Il est fatiguant. C'est un petit bum. Avec son char gris. Un petit bum, toi. Hein? Oui, j'ai les âmes bum, qu'est-ce que tu veux. Et, ça en prend. Absolument. Fait que, tu sais, c'est intéressant. Puis même tes vétérans comme Batherson, ils ont 26. Alors, c'est pas une équipe, c'est pas une équipe qui, du moins à l'avant, qui est beaucoup plus vieille que le Canadien en termes de son noyau. Moi, mon point, alors, il y a quand même un potentiel de croissance dans ce groupe-là qui n'est pas arrivé à maturité. Fait que quand je dis peut-être que je parle trop vite en disant que c'est une équipe qui ne sera pas assez forte pour gagner la Coupe Stanley. Quand tu regardes à Montréal, le fait que Suzuki s'améliore d'année en année, ben, tu peux prêter peut-être à Stutzla ou à Tkachuk peut-être le même potentiel de dire, ben là, dans 3-4 ans, ils vont être encore meilleurs parce qu'ils vont avoir continué de s'améliorer. Fait que Dieu sait où ils seront rendus à ce moment-là. Puis Alex a raison de parler du fait qu'ils vont peut-être se donner plus d'arguments pour aller chercher des joueurs autonomes. Mais au moins, c'est une équipe qui a l'air fermement une équipe de séries éliminatoires. C'est plus une équipe de bubble. Là. On n'a pas... ils m'ont l'air de se détacher du groupe du ventre mou auquel Columbus et Détroit font partie. Ouais. Détroit, là... Détroit, il doit avoir l'impression... C'est ça, j'écrivais dans mon texte mardi soir... Il doit avoir l'impression de s'être fait dépasser par la droite, tu sais. Non seulement par Ottawa, mais par le Canadien qui a commencé sa reconstruction bien après eux, puis fait « Wow, un instant, là. » Qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment ça se fait que on était à 1 point des séries l'année dernière, puis là, semble-t-il, nos jeunes s'améliorent, puis ils vieillissent, puis ils prennent de l'expérience, puis c'est le Canadien qui passe en avant de nous. Comment ça? Alors, il va y avoir beaucoup de pression à Détroit, je pense, durant la saison morte. Bon, oui, puis sans compter que Columbus, c'est n'eût été du drame, ou enfin, le drame a joué peut-être des deux bords, là, mais Columbus aussi, c'est une équipe, enfin, si j'étais à Détroit, là, ils sont dans le rétroviseur et même dans le vent à l'occasion. Dans le bumper. Oui, exactement. Oui, c'est lui qui s'en vient. Il est là avec sa poche jusqu'à de Saint-Pétersbourg et sa copine. Alors ça, c'est un nouveau concept. On nous fait entendre notre auditoire en direct pendant qu'ils nous écoutent. Là, le monde sont tannés qu'on parle pas de Demidov. Non, c'était l'acclamation à Toronto, faut le faire, où
des fans du Canadien de la place, j'imagine, mais d'autres aussi avaient fait le voyagement, ont pris la peine d'aller accueillir Ivan à l'aéroport. C'est ça. C'est ce genre de, c'est ce genre de joueur-là. Tu vas l'accueillir, peu importe où il atterrit au Canada. C'est intense, hein? Tu trouves, hein? Oui. C'est presque malaisant. Mais si, mettons, il avait atterri à Montréal, là, ça aurait été... Tu sais, moi, j'ai toujours en tête Didier Drogba. Je sais pas si vous vous souvenez. Tu sais, c'est comme ça, c'est mon... peut-être qu'il y en a d'autres, puis que je les oublie. Ce serait absolument mon genre. Mais c'est mon étalon de mesure. Je pense qu'on aurait battu ça à Montréal. Probablement. Mais c'était un joueur de soccer de calibre international. Oui, absolument. Oui. Alors, non, mais je pense que ça démontre l'engouement. Tu sais, souvent, on entend les joueurs dire, les gens, puis les dirigeants de l'équipe aussi, Montréal, c'est un marché passionné. Puis des fois, il y a une petite connotation dans le mot passionné, tu sais. Passionné comme genre... passionné comme I'm your biggest fan. Là, passionné genre Lethal Attraction. Ouais, c'est ça, exactement. non, c'est Fatal Attraction. Là, tu mélanges Lethal Weapon et Fatal Attraction. Fatal Attraction, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, il y a... Je trouve que... Arrête de m'appeler. Il y a un peu un léger débordement là-dedans. Je respecte l'enthousiasme des fans, tant mieux, c'est bien pour eux. Je pense qu'il y a certains médias qui se sont prêtés au jeu en moussant ça, en se rendant sur place. Mais cet accueil-là, entre autres, je pense que le Canadien a un rôle à jouer là-dedans parce que s'ils avaient été très transparents dans leur façon de communiquer ce qui se passe avec Demidov, s'ils avaient dit simplement Ivan Demidov rejoindra l'équipe à Toronto. Oui, là, ils l'ont pas dit. Non, ils n'ont rien dit. À ce moment-là, personne, je pense pas qu'il y aurait eu une fuite d'informations pour pouvoir dire voici sur quel vol il va arriver parce que la nature a horreur du vide puis les gens veulent savoir quand est-ce qu'il va rejoindre le Canadien. Ouais. Alors, je pense que, étant donné que le Canadien ne parlait pas, il y a d'autres sources qui se sont chargées de transmettre cette information-là avec beaucoup plus de précision et ceci a mené à cela. OK, écoute, oui, Alex. Je ça comme s'il était détenteur des clés du paradis. Là. Honnêtement, c'est assez spectaculaire. Là. Ça n'aurait pas été grand-chose de nous dire il va rejoindre l'équipe à Ottawa ou il a atterri à Toronto, il va rester à Toronto ou il va faire la connexion vers Montréal pour aller déposer ses affaires puis attendre l'équipe pour le lundi matin. C'est trop de détails. C'est pas très, très compliqué de fournir cette information-là, puis ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, OK, ça m'avait échappé. D'accord. Je pensais pas... ça intense, moi, les caméras là, des réseaux de télévision à l'aéroport pour le filmer. Ça m'apparaît, je le comprends. Ça fait assez longtemps que je suis dans le... c'est ça. C'est ça, ça fait assez longtemps que je suis dans la business. La bise. Pour comprendre la chose. Et d'ailleurs, un ancien affectateur de notre connaissance... ça aurait été son genre là, de nous dépêcher en catastrophe pour l'accueillir. Mais là, attendez un peu. Là. Moi, je suis pas toujours d'accord avec cet ancien affectateur dont nous tairons l'identité, mais là, ça se défend au bout, non? C'est pas du tout... C'est le genre de truc, quand même, de mon travail, parfois, que je trouve non, ça, je veux bien mesuré. Mais la question, c'est pas ça. C'est est-ce que l'arrivée d'Ivan Demidov... Je pensais pas qu'on ferait un long segment, là, journalisme 101, mais bon... Vous savez qu'on dans les cercles de formation, de journalisme, on a de l'auditoire. D'ailleurs, on les salue. Alors, partageons. Je m'excuse, c'est assez gros. Je parlais de Didier Drogba tout à l'heure. Est-ce que ça n'avait pas d'allure d'envoyer des caméras à l'aéroport quand Didier Drogba est arrivé, considérant qu'il y avait des milliers de personnes? Oui, OK, mais c'est quand même la même affaire. Là. Surtout qu'il y avait du monde, en plus, qui était là. Enfin... c'est parce que vous n'avez pas envie d'y aller, mais ça, c'est vos... Moi non plus, j'ai pas envie d'y aller, là. mais je vous aurais envoyé si j'avais été moi, ça avait été moi le patron. De toute façon, ça contente une certaine frange de partisans qui sont assoiffés de ça, puis on le voit... mais ça illustre surtout que c'est pas... moi, j'aime beaucoup Oliver Kapanen, mais c'est ça. Ça illustre que c'est pas Oliver... C'est pas un joueur comme les... C'est pas un joueur... C'est un joueur spécial. C'est ça qui arrive. Mm-hmm. Bon. Est-ce qu'il est spécial? Mais l'idée, c'est que, regarde, Lane Hudson ça n'a pas paradé à l'aéroport à son arrivée. C'est juste que ça crée, à un moment donné, une espèce de bulle autour de ce gars-là. Je veux bien croire que c'est un bon joueur de hockey puis qu'il va aider le Canadien puis que c'est un bel engouement. Mais à un moment donné, là,
Le kid a 19 ans. Exact. Il arrive au début des séries éliminatoires. Il ne faut pas penser qu'il va être Mario Lemieux là, au premier jour. Je pensais jamais que je deviendrais ce gars-là, quoique les dernières années ont été dures sur comment qui je suis et qui je deviens, mais moi, non, c'est comme le meilleur espoir que cette équipe-là a eu depuis toujours. Et Lane Hutson, je m'excuse, il y avait des points d'interrogation quand il est arrivé qu'il a effacé brillamment, là, mais en grande partie à cause de son gabarit, principalement. Mais Lane Hutson, on savait c'était qui. On savait c'était qui ce joueur de hockey-là. Dans le cas de Demidov, c'est surtout des faits saillants. Là. Oui, il y en a qui ont disséqué un petit peu plus ces matchs, mais c'est difficile de voir comment il va s'adapter, de savoir exactement comment il va s'adapter à la Ligue nationale, particulièrement à ce temps-ci de l'année. Puis c'est ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu jouer. Là. Je n'ai vu que ce qui circulait. Puis c'est le cas pour bien des gens. Alors, c'est mettre énormément de pression, je trouve, sur un kid. Oui. Je suis d'accord avec Alex. Je ne demande qu'à être ébloui, puis ça va être le fun de le voir performer avec les Canadiens. Il va apporter un sens du spectacle. Il va apporter évidemment une dose d'offensive que cette équipe-là peut certainement utiliser. Oui. Puis il participe à toute l'espèce de mouvement, l'enthousiasme qui est autour de l'équipe alors qu'elle est au bord des séries. C'est formidable. Moi, je suis très content. Mais je veux juste que... Ça va bien aller. Je trouve juste que bien aller. OK. Oui. Je sais pas. Le gars, il a battu tous les records de production dans la KHL de joueurs de son âge. Moi aussi, je n'ai vu que des faits saillants. Mais bon sang... Non, c'était des beaux faits saillants. Ça se pourrait qu'il soit extraordinaire. Là. Je dis pas qu'il va reproduire maintenant les buts magnifiques qu'on a vus là, dans ces séquences-là. Je dis pas qu'on va les voir la semaine prochaine. Mais je veux dire, je pense que ça va paraître. Là. Je pense que sa présence va paraître. Oui, cela dit, ce qui risque de l'aider dans son adaptation, c'est que contrairement à ce qu'on entend parfois ou ce qu'on pourrait croire, c'est pas toutes les patinoires de la KHL qui sont de dimension olympique. Il y en a beaucoup qui sont de dimension nord-américaine. C'est Bob Hartley qui racontait ça sur les ondes d'une radio sportive. Là, parce que lui, il dirigeait en KHL pendant quelques années. Et il disait, entre autres, que l'Aréna de Saint-Pétersbourg était à dimension plus proche de celle qu'on retrouve ici. Donc, ça, dans son adaptation, ça pourrait l'aider. Il y aura peut-être moins d'ajustements à faire de ce côté-là. OK. Non, mais qu'on se comprenne bien, là, oui, il va y avoir une période d'adaptation, puis, je pense pas qu'il va rouler à 1,5 points par match à partir de lundi, parce que c'est lundi? C'est quand vous pensez? Ça va être lundi. Je pense que oui. Comment vous voyez ça, justement? Là, il attend à Toronto. C'est un peu particulier. Là, c'est il lui reste une étape au niveau de ses papiers. Là, il doit se rendre à l'ambassade américaine ou encore au consulat américain. Il peut le faire à partir de Toronto ou à partir d'Ottawa. Mais il doit régler son permis de travail encore du côté américain. Puis c'est normal qu'il veuille le faire avant de se retrouver dans une position où il va jouer des matchs. Fait qu'il règle ces dossiers-là pour ne pas avoir à le faire alors que l'équipe se prépare pour les séries éliminatoires. Mais donc, c'est ça. En ce moment, il doit se rendre sur place directement pour pouvoir faire sa demande, contrairement à des Canadiens comme vous et moi qui n'avons pas à faire ça. Donc, voilà pour les technicalités administratives. Mais je disais, donc, il attend à Toronto. Là, l'équipe va rejoindre la Ville-Reine. C'est ça, ce soir. J'imagine qu'il n'y a pas d'entraînement de prévu ou enfin, comment ça ressemble à quoi ce week-end-là? Puis ça ressemble à quoi, là, les premiers coups de patin là, de Demidov avec un chandail qui ressemble au chandail du Canadien? Il n'y a pas d'entraînement ce matin. Il n'y aura pas d'entraînement demain matin non plus. Donc, vendredi et samedi, ils vont avoir congé dimanche. Il n'y en aura plus d'entraînement d'ici la fin de la saison. Donc, je ne pense pas qu'il va avoir l'occasion de faire un petit tour de chauffe avec ses coéquipiers. Il n'y en aura plus. Peut-être mardi. Mais il va probablement avoir rencontré tout le monde d'ici là. Puis je ne parle pas juste ses coéquipiers, mais disons les journalistes aussi. Ça semble se diriger vers lundi, là, ça devrait être ça. Et puis peut-être que ce sera le moment choisi pour disputer son premier match. Mais je pense qu'il va juste faire connaissance en fin de semaine. Puis le Canadien ne sautera plus sur la glace à part pour jouer des matchs là, en Ontario. Donc voilà. C'est ça. Alors là, il est. Le fait au moins
À Toronto, à tout le moins, c'est pas clair encore à savoir s'il va aller... s'il va assister au match à Ottawa ou non. Ah, que c'est don, hein? C'est meilleur. Bon, moi, John Grisham à côté de ça, là, c'est plate. Ouais, c'est ça. Il se passe rien. Ah, ouais, voilà. John le carré Dominion. Mais ça va être d'être autour de l'équipe, au moins de participer au meeting, parce que même si l'équipe ne saute pas sur la glace, juste d'assister aux rencontres, aux explications de l'entraîneur, tu as un premier... un avant-goût un peu de ce qui est demandé, de ce qui est valorisé, de ce qui est priorisé par l'entraîneur à ce temps-ci de l'année. Et puis, écoute, lundi, c'est sûr qu'il va... le dimanche, il pourrait très bien sauter sur la glace par lui-même à Brossard. Ce qu'il va sûrement faire. Mais ça va être... C'est ça. Il va être jeté un peu dans la gueule du loup à froid, sans entraînement complet. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui... idéalement, préfère donner à un joueur au moins un entraînement complet avec sa nouvelle équipe avant de l'utiliser, mais je pense pas qu'on va avoir ce luxe-là avec Demidov. Puis, avec qui il va jouer? Avec qui il va jouer? Ça, on le sait. Newhook? Newhook puis Laine, je pense. C'est pas le choix, là. Non? C'est ce qu'on disait là, chacun chez nous l'autre jour là, quand on s'est parlé, là, puis qu'ils nous ont... On a punché ça dans le balado de mardi. Mais hein. j'ai bien hâte de voir s'il y a une quelconque chimie qui peut se développer entre Laine et Demidov. Si c'est le cas, ce serait intriguant. Mais c'est sûr que c'est la place normale là, dans les circonstances. Parce que même si Slavkovski m'apparaît un peu mollasson par moment ou plus ou moins impliqué à certains soirs, je pense pas que Martin Saint-Louis retirerait Slavkovski pour mettre Demidov à sa place. Là. On n'en est pas là. Surtout que, comme je le mentionnais mardi, à la blague, mais Saint-Louis n'est pas tant... c'est pas réputé là, comme pour un gars qui aime ça, brasser la soupe. Je serais très, très surpris là, qu'on défasse la première unité. Ouais. Il y a Alex, hein, il n'y a pas vraiment de... Je suis d'accord avec vous là-dessus. Puis c'est vrai que Slav n'est pas au niveau des deux autres présentement. Mais je vois pas ça. Là. Je vois pas. En plus, ça serait comme trop dérouler le tapis rouge à Demidov un peu. Je serais même pas surpris que pour peut-être la première période ou le premier match, il joue avec Jake Evans puis Yoel Armia. Là. Si Heinemann est prêt à revenir au jeu, par exemple, là, puis peut-être qu'il pourrait le remettre juste, ne serait-ce que pour lui permettre de s'acclimater un peu. Mais sa place naturelle, quand tu regardes cette formation-là, ça semble être à la gauche de Newhook. Jusqu'à quel point, tu l'as évoqué, Marc-Antoine, mais ça peut aider Patrick Laine, tu penses? Tu sais, si, à supposer, là, puis là, je veux pas faire partie là, de ceux là, qui mettent de la pression, je vais tempérer ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, je m'attends à ce qu'il soit capable de faire certaines choses, entre autres, transporter la rondelle un peu. Ouais. Et c'est le genre d'affaire qui pourrait soulager l'aîné d'essayer de faire ça. Et il y a là peut-être le potentiel d'une combinaison intéressante? En ce moment, c'est surtout Alex Newhook qui transporte la rondelle sur ce trio-là. Il le fait très, très bien par les temps qui courent. Ce qu'on a vu de Demidov en Russie, c'est qu'il était excellent pour trouver la traduction. La mauvaise traduction, ce serait les poches ou les zones, les espaces libres. Ouais. Et puis, se blottir là, puis pouvoir terminer les jeux ou se placer dans une position où tu vas faire une passe qui va mener à une chance de marquer. Avec Laine, c'est surtout ce dernier élément-là, c'est de pouvoir faire des passes rapides puis permettre à Laine de compléter des jeux. Parce que tu dis, est-ce que ça va aider Laine? C'est Laine qui doit le plus aider Laine. À un moment donné, là, peu importe le type de coéquipier que tu vas lui mettre sur son trio, je pense que ça lui revient d'abord et avant tout à lui d'être aux bons endroits, de soumettre, de mettre l'effort suffisant, puis d'être suffisamment impliqué le long des bandes, en repli défensif, dans toutes les phases du jeu. Mais c'est sûr que le talent naturel de Demidov va probablement pouvoir créer plus d'occasions de marquer. Puis ça serait bienvenu parce que c'est un trio qui, à 5 contre 5, n'a pas généré énormément là, dans les dernières semaines. Ouais. Non, c'est ça. Avec deux joueurs qui ont le potentiel de transporter la rondelle, ça peut... Parce qu'avant, Demidov, c'est plate, mais il n'y avait pas cette option-là. Là. C'était Newhook seul qui devait s'occuper de ça. Puis c'est correct, c'est le joueur de centre, puis Newhook, c'est le meilleur dans l'équipe pour faire ça. C'est le meilleur en sortie de zone, en possession de la rondelle, puis c'est le meilleur en entrée de zone, en possession de la rondelle. Après ça se complique. Là, il est bon au milieu. Il est bon entre les deux lignes.
Mais il est excellent, et tous les chiffres le disent, là, il est excellent pour sortir de sa zone en contrôle du disque et pour faire la transition et entrer de l'autre côté. Donc, ce ne sera pas nécessairement le rôle de Demidov, là. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Alors, celle-là ça a été compliquée. Tu sais, des fois, c'est des questions évidentes. Celle-là, on a fallu travailler fort. OK. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, Ivan Demidov avec le Canadien dès cette saison. C'est une question du style compléter la phrase. Oui. Alors, sur le book, on a Jean-Sébastien qui dit... T'allais sortir tes cartes de Cards Against Humanity pour compléter la phrase? Oui, exact. C'est ça. Ah, c'est quoi ça? Bon, Je ce connais pas jeu-là. ça. Hein? C'est le fun, ça. C'est quoi ce jeu? Je connais pas. OK. On On t'a interrompu. on t'expliquera. hors des ondes. J'aime ça quand vous m'expliquez en dehors des zones. Alors, sur le book que Jean-Sébastien dit, c'est comme Noël. Toujours sur Facebook, Alexandre, c'est comme le turbocompresseur de la reconstruction. Le début d'un temps nouveau, Nicolas, sur Facebook, toujours. Patrick, la cerise sur le Sunday. Et une petite dernière, France, c'est vraiment malade. Vraiment malade, la réponse la plus populaire sur tous les réseaux sociaux. Martine dit fantastique également sur le book. Et sinon, sur le gram d'Alain aux pommes, c'est la fin de l'insignifiance. Le Canadien est de nouveau important au sein de la LNH et j'en suis fier. Goujon Félix, ben trop malade. Variation sur le thème... Vraiment malade. Oui. Et quelques-unes sur le tube. Willy, c'est tellement hockey. Ah, ça se peut, ça. Ben oui. Phil, un miracle. Guillaume, c'est unbelievable. Et ma livraison est écœurante. Je suis au texte. Je suis pile sur le texte. Torabert, comme Noël en avril. Et finalement, Ivan Demidov, dès maintenant... C'est ça, le libellé. Ivan Demidov avec le Canadien de cette saison, c'est presque de la triche. Ça, c'est des chaînes sur le YouTube. Merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de participer. Elle a frappé fort, celle-là. Il y a eu beaucoup de participants. L'intervenant qui parle de miracle, c'est pas loin d'être ça. Parce que c'est tellement... Ça s'est tellement produit rapidement. C'était inattendu. Tout à fait. On n'arrête pas de nous dire ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis finalement, ça s'est pu. Ça s'est pu. C'est pas beau. Et je vous remercie de votre participation à la question. Merci pour toutes les interactions, les commentaires que vous nous envoyez. Quand vous cliquez sur les petits pouces en l'air, les cœurs, tout ça, les trucs, l'engagement, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis ça nous réchauffe, hein, ça nous fait chaud. C'est pas comme si on avait, avec tout le reste, là, c'est tout un printemps qui se dessine. Chauffe la couenne. Ça chauffe, fais-nous un petit bout. Pas sûr, tu veux ça. Mauvaise idée. Bon, on prend 2-3 minutes pour aller à l'extérieur. OK. Gabriel, sur le patio, sur la terrasse, non. Un petit. Ça fait quelques semaines que je veux en parler. Ça se dessinait et là, ça se concrétise, pardon. Gabriel Landeskog, retour au jeu. A-t-il commencé? Je sais c'était prévu qu'il aille faire un tour dans la Ligue américaine avec ajouter le nom du club école de la Ligue américaine de l'Avalanche du Colorado. Les Eagles. Oui, les Eagles. Veux-tu nous faire un petit bout d'une chanson des Eagles rendu là? Est-ce qu'il est rendu? Est-ce qu'il a commencé? C'est quoi il n'a pas commencé? Non, il n'a pas commencé encore à jouer avec les Eagles. Il est en remise en forme. Et tu sais que c'est une longue remise en forme pour lui. Pauvre garçon, il n'a pas joué depuis le mois de juin 2022. Donc ça, c'est depuis qu'il a gagné la Coupe Stanley. Ça fait 3 ans, ça. Ouais. C'est fou pareil, hein? Son dernier match, c'est quand il a soulevé la Coupe Stanley. Puis depuis ce temps-là, il n'a pas joué un match. Donc c'est une absence de 3 ans pour Landeskog. C'est un petit peu comme... C'est quasiment comme si Carey Price revenait au jeu. Oui, mais je me retenais pour chez Weber. C'est ça, chez Weber ou bien tu sais, Jonathan Toews, ça pourrait être une histoire analogue s'il réussit son retour la saison prochaine. Mais tu sais, pour essayer, puis il y a Niklas Backstrom aussi qui a été dans des eaux semblables à essayer
pendant très longtemps de réussir sa convalescence puis de réussir son retour au jeu. Landeskog a été... Puis ça a été un engagement de la part de l'Avalanche aussi parce que c'est leur capitaine et il prend beaucoup d'espace sur la masse salariale à cause de son contrat, mais ils ne l'ont, si je ne m'abuse, ils ne l'ont jamais placé cette année sur la liste des blessés à long terme parce que la possibilité... quand tu mets un gars sur la liste des blessés à long terme, il faut que tu saches soit exactement à quel moment il va revenir ou que tu es certain de ne pas le revoir cette saison parce que si tu t'es pris pour, entre guillemets, dépenser l'argent que tu économises en plaçant ce gars-là sur la liste des blessés à long terme, au moment de réintégrer le joueur blessé, ben là, tu te ramasses à dépasser le plafond salarial, alors il faut que tu coupes ailleurs. Donc, il faut savoir exactement à quoi s'en tenir. Alors, ils ont toujours gardé la porte ouverte au Colorado pour un retour hypothétique de Landeskog. Donc là, lui, il est dans un processus où il va pouvoir jouer des matchs dans la Ligue américaine et potentiellement, on verra bien si ça fonctionne, mais venir aider son équipe durant les séries éliminatoires. Donc, ça a tous les airs d'une très, très belle histoire rendue là. Et je crois, corrige-moi si je me trompe, Marc-Antoine, mais je crois qu'il serait le premier à réussir à revenir au jeu après avoir subi cette opération-là, qui est la même à laquelle Carey Price aurait dû se soumettre. Là. Et pour lui, c'était plus envisageable après coup, mais je pense que Backstrom, c'est la même chose aussi. Bref, la plupart des joueurs sont très craintifs. Puis là, je ne veux pas faire semblant de connaître les détails médicaux de la chose, mais très craintif par rapport à cette opération-là, parce que généralement, après, ça devient impossible de pratiquer un sport ou le hockey, du moins, à ce niveau-là. Là. Et Landeskog serait le premier, je pense, à réussir son retour au jeu. Donc, ça serait effectivement une très belle histoire. Puis ce serait significatif aussi, peut-être potentiellement une avancée médicale qui encouragerait d'autres à le faire. Tu sais, je pense par exemple à l'opération à la nuque qu'a subi Jack Eichel. Le fait qu'il a réussi à revenir de cette opération-là que tout le monde craignait, à commencer par les Sabres de Buffalo, ben, ça a encouragé à sa suite d'autres joueurs à la subir. Fait que, mais tu sais, idéalement, tu ne voudrais pas que ça prenne 3 ans pour pouvoir en revenir avec une quelconque forme de succès. Là. Alors, il est... ce sera une absence de 150 semaines. C'est ça. Ouais. Il va rater 210 matchs. Il a quel âge, Landeskog? Parce 32 ans. OK. Ben mais disons que ça se passe bien. Ça peut quand même être un retour là, pour 2-3 ans, justement. Oh, il lui reste encore du bon hockey à donner s'il est en santé. Il n'est pas trop vieux. Et puis, écoute, là, les Eagles du Colorado jouent ce soir. Fait que ça pourrait être son premier match ce soir. Ah oui? On va garder un œil là-dessus. Et je suis content que tu aies fait la distinction contractuelle. Parce que que les gens qui voulaient commencer à dire « Ah, c'est encore une manœuvre, ils savaient et tout », c'est pas ça, là. Donc, là, non, ça fait 3 ans, là. Ouais, non, mais de l'extérieur, c'est facile d'envisager ça, de penser ça, parce qu'il va revenir. Non, mais le timing. Non, mais je veux dire pour cette année, disons, là. Oui. Oublie les 2 années précédentes, là. Mais c'est parce que là, le timing fait qu'il revient pour les séries éliminatoires. Oui, mais sauf que quand ça fait 3 ans que tu n'as pas joué un match de hockey, il n'y a pas de complot là. Peu importe quand tu reviens quand tu penses que tu peux jouer un match de hockey. Ouais. Je comprends que c'est pas exact. Ouais, d'accord. Mais reste que le timing aurait pu donner à penser qu'on avait planifié 3 ans plus tard. Il n'arrivera pas avec son chandail 10 millions au-dessus du plafond. Là. Je pense pas que ça... Non, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas, de toute façon. De toute façon, effectivement. Bon, ben c'est ça qui est ça. Es-tu un clincher, toi? Êtes-vous des clinchers? Est-ce que ça clinche? Quand c'est le temps, là, clinches-tu, Alex? Alex, il clinche. Ça clinche. Oui, j'aimerais ça qu'on le francise. Ça clinche. Ben là, qualifie. Est-ce que tu qualifies? C'est pas bon. On signe le document. Voilà. Je signe, J'assure ma place. Décrocher. On me souffle à l'oreille. Peut-être. Clincher, c'est important. S'imposer, non, ça marche pas. Non, on n'a pas trouvé, là. Non, c'est pas grave. Il nous reste du temps. Il nous reste tout le temps.
Ça va bien aller. Moi, pour répondre à ta question, je suis un vieux clincher. Je pensais que tu allais dire, moi, j'étais un choker. Non, ça m'est arrivé dans ma vie, comme tout le monde, mais en général, non, je pense pas que je le suis. Quand c'est le temps, c'est le temps. C'est ça. Ben, moi, de ce que je connais, je te dirais que j'ai observé ça. J'ai observé ça. Ouais. Lynch. Alexandre Gascon, tu es notre envoyé spécial, notre correspondant. Non, rien de ça. Tu es à Ottawa. Ça donne que tu es à Ottawa parce que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. C'est ce que je fais. Et que c'est un match avec une certaine importance. Qui revêt une certaine importance. Un gros match ce soir. Alors, merci infiniment pour ces quelques minutes passées en notre compagnie. Ça m'a fait énormément plaisir, même si je ne vous ai pas vu. C'était mieux. Forcément, c'est une perte nette pour moi, mais vous entendre, c'est quand même un bon moment. Merci, Alex, pour ces bons mots. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Oui, exact. Oui, absolument. En studio. Oui, alors, je t'ai vu, je t'ai entendu, je t'ai même senti. Et c'est ça. C'est trop. C'est trop, c'est comme passé. Ouais. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la réalisation de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.